Rôlistes de France et de Navarre, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se parler d'un super jeu de rôle dont j'ai fait la découverte récemment. Il s'agit de Macchiato Monsters, édition Noisette, qui est l'édition donc française du jeu, par Éric Nieudant aux éditions Lost Pages. Alors vous en avez très certainement entendu parler de Éric Nieudant. C'est un auteur très prolifique, doté d'une imagination absolument débordante et qui a déjà contribué à tout plein de projets. C'est notamment un chantre de ce que l'on appelle l'OSR, cette façon de jouer qui entend nous ramener aux saveurs du jeu de rôle des années 70-80, le old school, renaissance ou revival, c'est un petit peu comme vous voulez. Donc ça, c'est la proposition de Éric Nieudant pour pouvoir retrouver cette saveur-là. Alors je vous propose d'aller feuilleter ça et d'aller voir si cette proposition tient toutes ses promesses, justement, mais je vais vous détailler ça et je vais vous expliquer comment ces 60 pages peuvent vous permettre de vivre des aventures aussi riches et aussi formidables que l'équivalent des centaines, voire des milliers de pages qui se trouvent derrière moi dans ma bibliothèque rôliste. Bon, allez, c'est parti, tout de suite après le petit générique. Go! Alors, Macchiato Monsters, c'est le fruit d'un travail de synthèse qu'Éric Nieudant donc a opéré en synthétisant donc les propositions de deux systèmes de règles qui sont ce qu'on a appelé donc le White Hack et le Black Hack, qui sont en fait des adaptations du système de Donjons et Dragons, de la licence de Donjons et Dragons, et qui prétendaient donc simplifier le système. Donc Éric Nieudant a fait un petit peu son marché dans ces deux systèmes, et fin 2015 a fini par proposer donc une première édition de Macchiato Monsters. Il s'avère que cette première édition a été plutôt probante. Cette première proposition a trouvé un petit peu sa voie, elle a continué de jouer, elle a été playtestée un très grand nombre de fois, et cette progression s'est vue enrichir par de nouveaux apports en piochant donc dans des systèmes comme ceux du Grumpf, comme là tout récemment par la proposition donc de Donjons et compagnie, le jeu de rôle de Ben Felten qui va apparaître très très bientôt. Donc Éric Nieudant a continué en fait d'étoffer son système jusqu'à nous proposer là tout récemment une version française donc qu'il a appelée Macchiato Monsters édition Noisette. Donc qui est traduite en français, qui est disponible en impression à la demande sur Drive-Thru RPG, qui est une plateforme de vente de jeux de rôle en ligne en impression à la demande, et qui donc permet maintenant à un public francophone de pouvoir se saisir de ce système et de voir vraiment toutes les possibilités qu'il donne. Et je peux vous dire que ces possibilités sont très 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 nombreuses. Alors en tout et pour tout, le bouquin fait 65 pages. 66 si on inclut la page donc de licence à la fin. Là-dedans, comme je vous le disais, Éric a conservé les points forts de beaucoup de systèmes de l'histoire de Donjons et Dragons, et notamment de D&D 5, il a conservé le système de l'avantage et du désavantage. Dans ce système, en fait, pas de compétences, pas de feuille de personnage à rallonge. Vous avez tout simplement les 6 caractéristiques de base qui définissent le personnage, qui sont donc la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. On a donc un score qui va de 3 à 18, puisque les caractéristiques sont déterminées en jetant 3d6, et c'est parti, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Un test de caractère se fait tout simplement en lançant un dé 20, il faut obtenir un score inférieur ou égal à sa caractéristique pour réussir l'action. C'est tout. Lorsqu'on est dans une situation compliquée, eh bien, on fera le jet en désavantage, c'est-à-dire qu'on lancera 2 dés 20 et on conservera le plus élevé, le moins bon. Et si on est en avantage, on lance 2 dés 20 et on garde le plus bas, celui qui donc nous permettra d'avoir le plus de chances de réussir son action. Voilà, la mécanique de base du jeu n'est pas plus compliquée que ça. La création de personnages est basée sur 7 étapes extrêmement faciles et rapides et qui vous permettent en fait de générer un personnage en à peu près 15 minutes une fois qu'on a pris l'habitude. Donc c'est un système très intuitif. Il va falloir, bien entendu, en tant que maître de jeu, que vous remplissiez les blancs, parce que, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas là-dedans que vous allez avoir des règles sur, je sais pas moi, les manœuvres de combat, le combat sous-marin, les règles sur l'interrogatoire, la perception, etc. Non, tout ça sera géré par de simples jets de D20. La part belle est donc faite à l'aventure et pas au système. Et c'est ça qui est bon, et c'est ça qui nous ramène à ce
qu'on appelle donc l'old school, mais qui pour moi est l'essence même du jeu de rôle. Vous allez voir que vous allez passer plus de temps à interpréter vos PNJ, à écouter vos joueurs, à être concentré sur leurs actions, à faire preuve de créativité. Vous allez pouvoir improviser de façon beaucoup plus spontanée, beaucoup plus simple, parce que vous n'aurez plus le souci de savoir si quelque part dans vos 900 ou 1000 et quelques pages de règles, eh bien la situation que vous êtes en train de gérer n'est pas peut-être décrite, définie et détaillée. Non, ce sera à vous en tant que maître de jeu de choisir quelle est la caractéristique nécessaire pour résoudre l'action en question et de demander un jet au joueur. Et c'est terminé, et l'aventure va ainsi pouvoir se dérouler de A à Z de façon très organique en fait. C'est vraiment jouissif. Mais prenez par exemple l'évolution du personnage. Eh bien, il n'y a pas de point d'expérience. Dans My Kato Monsters, il y a des objectifs. Pour pouvoir franchir un niveau, eh bien, le joueur va devoir remplir des objectifs dont le nombre est égal au niveau qu'il veut atteindre. Donc un personnage de niveau 1 devra avoir rempli 2 objectifs pour pouvoir atteindre le niveau 2. Et c'est en collaboration avec le maître de jeu que on va déterminer quels sont les objectifs. Il peut y avoir des objectifs de groupe, par exemple, et bien entendu, il y a des objectifs individuels. Et cette liste d'objectifs peut être actualisée. Il y a certains objectifs qu'on peut abandonner, de nouveaux qui vont se créer au fur et à mesure du scénario. Et tout ça est extrêmement réjouissant parce que on est là, une fois de plus, pour moi en tout cas, je ne prétends pas avoir découvert la quintessence du jeu de rôle, mais de mon point de vue et de mon expérience, on est dans tout ce que le jeu de rôle a de plus créatif, de plus enthousiasmant, parce que là on est véritablement autour du rôle, on est autour de l'interprétation du personnage, de ce qui le motive, de ce qui le fait vivre et de ce qui le fait se mouvoir. Pourquoi il part à l'aventure? Pourquoi entreprend-il des quêtes? On est au-delà du simple oui, je veux buter des monstres pour accumuler des XP, ou je veux avoir tout plein d'objets magiques qui feront de moi un être ultra puissant. Non, non, là on va définir des objectifs, des quêtes personnelles et des quêtes de groupe. Et ça, c'est, de mon point de vue, beaucoup plus intéressant. Alors le combat, très intéressant, le combat. Le maître de jeu ne fait pas de jet, ne fait pas de test pour les monstres et pour les adversaires des personnages. Non, non, en fait, c'est le joueur qui fait son jet d'attaque, donc si c'est une attaque au corps à corps, ça sera un jet de D20 sous le score de force. Si c'est une attaque à distance, eh bien ce sera la dextérité, par exemple. Et s'il échoue, s'il fait plus que son score, eh bien en fait, c'est l'adversaire qui lui a fait des dégâts. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous fait une étape de moins dans la gestion du combat. Donc du coup, on y gagne en fluidité, on y gagne en réactivité, on obtient des combats beaucoup plus dynamiques qui ne s'enlisent pas dans des séries de jets inutiles. Ah non, ça c'est véritablement excellent. Donc une fois que, par exemple, on sait que le personnage a touché, eh bien, donc il va lancer comme d'habitude son dé de dégâts, et peut-être que l'armure en face va absorber les dégâts. Eh bien, sachez que dans My Kato Monsters, et ça j'adore ça, on ne sait jamais à quel point une armure va être efficace. Chaque armure se voit attribuer ce qu'on appelle un dé d'usure qui va du D4 au D12. Ce dé d'usure est lancé au début de chaque combat et c'est le score que va donner ce dé qui va déterminer le nombre de points de dégâts que l'armure va absorber pendant ce combat. Mais attention, si le dé, quel qu'il soit, annonce donc un 1, 2 ou 3, ça signifie que l'armure va être endommagée pendant ce combat et que donc sa protection va diminuer d'un cran. Donc une armure qui était à D12 va passer à D10, puis à D8, puis à D6, enfin à D4, jusqu'à finalement être complètement hors d'usage. Donc là, ça c'est intéressant parce que j'en parle dans une de mes vidéos. Cela permet de gérer certains aspects qui sont totalement négligés dans les versions actuelles de Donjons et Dragons et de pas mal de jeux de rôle, il faut bien le dire, à savoir l'usure de l'équipement. Eh bien par exemple, si mon armure est tombée à D6, je vais avoir tout intérêt au prochain village, à la prochaine ville, à me rendre en fait chez l'armurier pour qu'elle soit réparée et donc la ramener à son score initial. Imaginez maintenant une armure magique. Eh bien, une armure magique, c'est une armure qui, au lieu de donner un simple plus 1 ou plus 2 ou que sais-je, eh bien, c'est une armure qui va vous permettre de lancer le dé d'usure en avantage. Donc c'est excellent, parce que si mon armure était à D6 par exemple, eh bien au début du combat, je vais lancer 2 D6 et je vais retenir le plus haut des 2 scores. Ça va me permettre d'éviter peut-être une usure qui se serait manifestée sur une armure normale.
malin, hein, parce qu'avec un seul dé, on obtient plusieurs informations. Combien de points de dégâts l'armure va encaisser pendant ce combat, et puis si elle s'use ou pas. Ajoutez à ça le fait que le maître de jeu ne fait pas de jet pour les monstres. Alors, techniquement, il peut en faire pour les monstres. Certains monstres qui n'ont pas été engagés, par exemple, par les adversaires, admettons que les joueurs soient en sous-nombre, eh bien, effectivement, vous allez avoir des monstres qui, peut-être, vont attaquer sans avoir été attaqués. Dans ce cas-là, bien entendu, le maître de jeu va faire un simple jet de D20 sous la caractéristique du monstre. Mais voilà, avec un seul jet de dés, on obtient une très grande somme d'informations et donc un jeu beaucoup plus stimulant, beaucoup plus rapide à lire. On ne s'enlise pas sur des tables, on ne feuillette pas 150 pages, on ne consulte pas 300 millions de tableaux. On joue. Alors la magie, eh bien c'est pareil, elle est tout aussi créative. Le système de magie, bien entendu, est un système de magie libre, un petit peu comme on peut en trouver dans des jeux comme Les Ombres d'Estérène, ou plus récemment dans L'Empire des Cerisiers de Olivier Sanfilippo. J'ai aussi fait une petite vidéo sur le jeu de rôle de Olivier Sanfilippo, si vous voulez aller y jeter un œil. En fait, c'est très simple, la magie, les sortilèges, chaque sortilège coûte un certain nombre de points de vie, et son usage n'est pas automatique. Le lanceur de sorts doit faire un test sous la caraque concerné. Par exemple, s'il s'agit d'un sortilège de magie arcanique, un éclair, une boule de feu, je ne sais pas, eh bien ça sera un test sous l'intelligence. S'il s'agit d'un sortilège clérical, eh bien on sera sous un test de sagesse, par exemple. Bien. Et ce qui est sympa, c'est que en cas d'échec, alors les points de vie sont consommés, bien entendu, mais le joueur peut décider de s'en remettre au dé de chaos. Le dé de chaos, c'est une petite table aléatoire sur laquelle on peut lancer et sur laquelle il se produit toujours quelque chose. Donc, puisque mon sortilège a échoué, bah ma foi, pourquoi ne pas tenter le dé de chaos? C'est vraiment très très chouette parce que les résultats sont vraiment tous plus surprenants les uns que les autres. Si ça se trouve, le sort va me revenir à la figure, mais si ça se trouve, il va effectivement se produire, mais de façon décuplée. Donc là aussi, on ne sait pas sur quel pied danser, et la surprise est à chaque jet de dés, c'est ça qui est chouette. Donc, en fait, le joueur va déterminer avec le maître de jeu les caractéristiques de son sortilège. Est-ce que son sortilège affecte plusieurs cibles? Est-ce qu'il se lance à distance? Est-ce qu'il est au contact? Une fois qu'on a déterminé tous ces facteurs, eh bien, on détermine l'enveloppe de points de vie que coûte le sortilège, ainsi que ses caractéristiques particulières. Et ensuite, on fait tout simplement le jet de dés, et on applique le résultat après avoir recouru, le cas échéant, à la table du dé de chaos. Je peux vous garantir que, du coup, la magie retrouve une saveur absolument exceptionnelle. Alors, je suis passé un peu vite sur le dé d'usure. Le dé d'usure, vous l'avez compris, c'est un dé qui va permettre de gérer l'épuisement de certaines ressources. Et il est utilisé pour tout un tas de choses dans Macchiato Monsters. Là aussi, j'ai fait une petite vidéo sur le dé d'usure, comment l'utiliser dans Donjons et Dragons 5e édition, voire même dans d'autres jeux. On peut s'en servir même dans l'appel de Cthulhu, pourquoi pas, pour gérer des choses comme les munitions, ce genre de choses. Le dé d'usure, c'est donc une solution extrêmement simple, créative, intuitive, qui permet de se débarrasser de tous ces comptes d'apothicaire. Est-ce qu'il me reste assez de flèches? Est-ce qu'on a mangé? Est-ce qu'on a encore des repas, etc., de l'eau, etc. En général, ce genre de choses est très vite oublié, reconnaissez-le, quand on joue à Donjons et Dragons. Dites-moi la dernière fois donc que vos joueurs ont comptabilisé le nombre de repas qu'il leur restait, hein, j'aimerais bien voir ça. Donc là, en fait, avec le dé d'usure, vous gérez ça très très facilement. Et ce qui est intéressant, c'est que cela vient rajouter de l'aléatoire. Alors prenons le cas par exemple justement de la nourriture. Eh bien, disons que les joueurs partent en aventure et qu'ils ont donc pris D6 de nourriture. Ça correspond donc, allez, on va dire à du fromage, une outre d'eau, etc. Eh bien, à chaque fois qu'ils vont faire une pause, une halte pour manger, eh bien, chacun d'entre eux fera un dé d'usure. Et si ce dé donc indique 1, 2 ou 3, ça signifie que la ressource est amenuisée. Donc les joueurs vont se retrouver avec des 4. Mais peut-être pas forcément tous. C'est ça qui est intéressant. Et si ça se trouve au beau milieu de votre donjon, eh ben les joueurs vont se retrouver à court de nourriture, à court d'eau. Et là, il va falloir gérer cette situation extrêmement tendue. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. La règle du dé d'usure permet de simuler tout un tas de choses extrêmement intéressantes en y ajoutant une petite dose donc d'aléatoire qui va rajouter de la surprise pour tout le monde, y compris vous, maître de jeu.
Bon, vous l'avez compris, j'adore Makato Monsters. L'édition Noisette en version française permet maintenant à public francophone de se saisir de ce système. Alors juste, l'édition française a été traduite par Cédric Ferrand, qu'on peut remercier pour son travail, puisqu'il a, il a réussi vraiment à retranscrire le travail d'Éric Nieudant sous une forme extrêmement claire, concise et totalement digeste. Alors, en synthèse, si on doit faire une synthèse de Makato Monsters, je dirais que si vous êtes débutant et que vous voulez découvrir le jeu de rôle, Makato Monsters peut être une solution absolument parfaite parce que vous allez être débarrassé des contingences de ces énormes bouquins de règles, aussi synthétiques soient-ils, hein, que sont ceux donc de Donjons et Dragons 5e édition, Héros et Dragons, peu importe, quel que soit le système que vous allez utiliser, je pense que vous aurez du mal à trouver quelque chose de plus synthétique et de plus prolifique que ces 65 pages. Donc si vous voulez débuter dans le jeu de rôle, très bien, vous pouvez y aller. En revanche, sachez que il vous faudra, puisqu'il n'y a pas de monde, d'univers associé à Makato Monsters, il vous faudra déjà, on va dire, une certaine culture de départ, où il faudra que vous partiez avec une envie, une bande dessinée, un roman, un film, une série, que sais-je, une histoire que vous avez envie de faire jouer à vos amis, à votre famille. Makato Monsters vous permettra de retranscrire cette histoire en termes de règles simples et vous permettra de jouer très très rapidement. Donc il y a tout de même ce prérequis et effectivement Éric Nieudant en parle dans la toute première page. Il faut tout de même avoir un minimum de culture, on va dire holistique, pour pouvoir se saisir de ça. Si vous prenez quelqu'un qui n'est vraiment pas du milieu rôliste et qui tombe sur Makato Monsters, il risque d'être dérouté parce que il a là un système de règles dont il ne saura pas forcément que faire. Alors, en revanche, si vous avez, comme je le disais, cette petite envie, cette petite étincelle, ce bout d'histoire qui vous trotte dans la tête, ou cet univers que vous souhaitez partager avec vos amis, alors là, allez-y, foncez. Vous allez voir qu'en un rien de temps, vous allez pouvoir retranscrire votre monde, vos idées de façon très très simple et intuitive. Alors maintenant, si vous êtes un vieux briscard du jeu de rôle, si vous êtes comme moi, un habitué de systèmes complexes comme Donjons et Dragons, etc., à quoi peut bien vous servir Makato Monsters? Eh bien, il va vous servir, très chers amis, à deux choses. La première, c'est initier. Je trouve que Makato Monsters édition Noisette est encore même plus simple et plus intuitif que des systèmes comme Chroniques oubliées Fantasy, qui se veut pourtant déjà très simple. Là, véritablement, on touche à la quintessence de ce qu'est le jeu de rôle. Vous pouvez l'avoir sur vous, vous pouvez le trimballer partout, vous voyez bien que ça pèse rien du tout ce truc-là. Et surtout, vous allez pouvoir utiliser votre culture rôliste pour pouvoir émuler tous les genres que vous connaissez. Vous y connaissez, vous êtes maître de jeu à Shadowrun, vous êtes maître de jeu à Cyberpunk, à l'Appel de Cthulhu, eh bien, vous allez pouvoir utiliser et retranscrire tous les systèmes de ces settings en termes de Makato Monsters pour pouvoir, par exemple, faire découvrir ça à vos amis en un rien de temps. Imaginez un petit peu la réaction de néophytes lorsque vous leur sortez les bouquins de l'Appel de Cthulhu ou que vous leur sortez les bouquins de Donjons et Dragons. Ça n'est pas pour rien que tous les éditeurs ont sorti un kit d'initiation nettement moins impressionnant en matière de pagination. C'est parce que ça compte que le premier effet que nous fait un système, en tout cas sur des débutants. Donc dites-vous qu'avec Makato Monsters, avec ce système-là, vous allez pouvoir faire découvrir le jeu de rôle à tout chacun en utilisant votre culture rôlistique au service de leur initiation. Et ça, c'est génial. Et enfin, deuxième usage, c'est tout simplement vous faire plaisir. Vous faire plaisir. Ce que j'appelle se faire plaisir, c'est tout simplement jouer des histoires. Alors cela se fait quelque part, entre guillemets, un peu au détriment du système. C'est-à-dire qu'on va mettre la simulation de côté au profit de... Alors, la narration, appelez ça comme vous voulez, Makato Monsters n'est pas un jeu de rôle narrativiste, loin s'en faut, mais disons que c'est un système qui, comme vous l'avez compris, j'espère, ne se préoccupe pas de tous les détails techniques, il n'y a pas de figurines, il n'y a pas de combat avec des tables, des règles de déplacement, etc. On est véritablement dans l'histoire et dans ce que le jeu de rôle a de plus rôlistique. Donc faites-vous plaisir, profitez-en également pour encourager la création française, la création d'un Éric Nieudant qui ne demande donc qu'à obtenir des retours d'expérience, qu'à obtenir l'avis d'une communauté que j'espère
croissante. Voilà, ça c'était mon message. Et en passant, je remercie Éric Nieudant d'avoir accepté que je puisse diffuser cette feuille de personnage que j'ai conçue avec mes petits doigts et sur mon petit ordinateur, parce qu'il faut savoir que Macchiato Monsters ne propose pas de feuille de personnage à la fin. Bah pourquoi? Parce qu'en réalité, on en a vraiment quasiment pas besoin, une feuille de papier suffit. Mais moi j'aime bien les feuilles de personnage, encore un petit cran dans le old school, vous voyez. Donc j'ai créé cette petite feuille de personnage que je vous mets en téléchargement libre avec l'autorisation de Éric Nieudant. Vous allez trouver donc le lien en description de cette vidéo. Alors pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette feuille. Peut-être que vous disposez vous-même d'une feuille si vous connaissez déjà le jeu. Alors n'hésitez pas à la partager avec nous. Bon alors voilà, j'espère que cette petite visite de Macchiato Monsters vous sera utile, qu'elle vous a donné envie d'aller découvrir ce super jeu de rôle au potentiel quasi illimité, puisque vous pouvez adapter le système à toutes vos envies, vous pouvez imaginer les règles que vous voulez pour pouvoir l'implémenter, pour pouvoir le faire coller à toutes vos idées de scénario, d'univers, de setting. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Comme vous le savez, je lis tous les commentaires et j'y répondrai avec très grand plaisir. Alors en attendant, j'espère que vous avez pu reprendre le jeu en présentiel avec vos familles, avec vos amis. Je vois de plus en plus sur le groupe Facebook de messages, de photos de gens qui se retrouvent enfin autour de la table à lancer les dés. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, je vous souhaite encore un tout petit peu de patience. Ça va arriver. En attendant, portez-vous bien, jouez bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autour de notre passion commune, le jeu de rôle. Allez, à bientôt les rôlistes. Ciao, ciao.